Murder and Wine. Des meurtres et du vin. Et bonjour, Bienvenue. bienvenue à notre casa con piscine. Piscaille? Non, Non, il n'y a pas de poisson. Et c'est l'épisode des meurtres et du vin d'été estival où nous faisons un petit week-end de retreat. Retreat, meurtre et vin. Voilà. Et on a une petite piscine à disposition. Et beaucoup de vin. Et beaucoup de vin. Et beaucoup d'histoires. Voilà. Donc on est là pour vous. Bon, comment se passe l'été pour toi, Charlotte? Bah bien, chaudement. Et là, il y a un truc qui m'a fait penser à nous. Il y a pas longtemps, là, j'ai vu qu'il y avait il y a un film en fait sur Netflix où c'est un mec qui boit pour avoir un taux d'alcoolémie. Ah, mais c'est pas le truc avec le Suédois, là? Oui, Drunk. Il est excellent. voilà. Et il doit avoir un taux d'alcoolémie, mais juste ce qu'il faut, voilà, pour être bien. Et c'est ses potes qui testent Ouais, je trouve ça. et que ça va un peu trop loin quand même à la fin. C'est un bon concept. Mais la scène de fin est quand même magnifique. Et tu penses que c'est ce qu'on fait nous là? Non, mais bon, après, je pense qu'on sait se retenir, mais c'est vraiment jouer un peu avec le feu. Genre, je suis pas alcoolique, mais je pourrais le devenir et maintenant, c'est mon métier. Ou c'est les gens qui disent non, je bois juste dans les occasions mondaines. C'est qui ces gens-là? C'est pas en France, en tout cas. Enfin, aux États-Unis, je pense peut-être un peu plus, bien que, bon, l'alcoolisme, ça existe partout, mais en France, boire, ça fait partie de la vie aussi. C'est ça. Moi, j'ai grandi avec le truc qui disait un verre de rouge par jour. Ça t'aide à vivre mieux, en meilleure santé. Moi, j'ai entendu ça, mais avec la pomme. Ah oui. C'est tout à fait pareil. Alors, si tu manges une pomme et tu bois un verre de vin rouge par jour, enfin, il va rien t'arriver. Oh, mais là, t'es jeune calmement. Your infinity. Et au-delà. Voilà. Bah, et pas plus sinon. Bon, ben écoute, moi non plus. Mais j'ai regardé aussi un truc, je sais pas si on devrait en parler, parce qu'on pourrait en parler longtemps, de documentaire qui est sorti sur Depp versus Heard. Non, je te l'ai montré. Ben, ça vient juste de sortir. Ouais, j'aurais pu le regarder. Je l'ai regardé en un seul coup hier. Bah, tu vois. 3 épisodes. Je ne l'ai pas vu, je l'ai mis sur ma liste. Alors, il est bien. Enfin, disons que il y a une telle médiatisation autour de ça, donc ça parle de ça, la médiatisation de ce procès, puis forcément la médiatisation qui était vraiment pour Johnny Depp et contre Amber Heard. Et j'ai trouvé ils ont essayé d'aller plus dans le sens de un peu montrer sa version à elle. Okay. Les informations qui étaient pourtant publiques concernant leur premier procès qui a été en Angleterre où lui, il a été trouvé coupable, et bien, il y a plein d'informations ultra pertinentes concernant le comportement de Johnny Depp qui faisait en sorte de dire qu'il n'y avait aucune possibilité qu'il ne l'avait pas abusé. Ouais. Donc, il présente quelques petites informations dans ce sens, mais il y en a bien d'autres, en fait, qui démontrent que le gras, c'est un gros alcoolo, drogué, très agressif. Mais bien sûr, et moi, ça m'a fait penser, j'avais lu un livre là sur Harvey Weinstein, écrit par, comment il s'appelle, Ronan Farrow. Ah oui. Le fils de Mia Farrow. Oui, tout à fait, avec sa sœur. Voilà, oui. Et en fait, c'est un journaliste d'investigation. Et il est un super bon journaliste. Et il a écrit un bouquin donc, sur son investigation sur Harvey Weinstein et toutes les actrices qui l'ont accusé d'agression sexuelle et comment les médias américains ou ces gens-là, les agresseurs, arrivent à décrédibiliser les victimes. Mm-hmm. Et c'était super intéressant parce que c'est vrai qu'ils te disent que les gros médias sont dirigés par des hommes et en général, ces hommes-là puissants, les Weinstein, etc., n'ont pas que des compagnies de production de films, ils ont aussi des médias, journaux, Internet. Il y en a que quelques propriétaires de tous les journaux. C'est ça. Il n'y en a pas 40 000. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je fais juste une parenthèse parce que j'avais commencé à travailler sur une histoire parce que je voulais parler d'une secte. Et j'étais, c'est intéressant, cette secte, je la connaissais pas trop, je connaissais pas trop l'histoire de ce gourou et tout, donc je commence à faire mes recherches, je tape 2 pages sur mon ordinateur, etc. Et j'arrive vers la fin, il n'y avait pas de meurtre, en fait. Ah, oups. Mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Alors, donc, voilà. Je tiens à signaler que l'histoire que je vais raconter aujourd'hui est une tentative de meurtre. Oh! Donc, il y a quand même le mot meurtre. Alors, j'ai dit, ça passe. Coche la case, ça passe. Ça passe. Tentative de meurtre et presque alcoolisme.
Oui, alors c'est pas du tout le titre, mais on va y arriver. Voilà. Mais en revenant au truc des journaux des hommes puissants, ce qui est intéressant avec ce cas, c'est que ça vient après MeToo, c'est tout récent, et on voit quand même la descente aux enfers d'une femme qui a peut-être ses torts, qui a fait des choses, ils étaient dans une relation toxique, personne ne le nie. Mais cette folie médiatique, elle est non seulement dans les journaux, à la télé, maintenant elle est en ligne. Et n'importe qui peut faire partie. Et aussi c'est une chose importante, ça, le documentaire, je trouve ça dommage qu'ils n'en ont pas vraiment parlé. En fait, dans cette histoire, il y a eu beaucoup de bots qui ont été envoyés par l'équipe de relations publiques de Johnny Depp. Donc, c'était des comptes Insta ou autres, mais qui n'ont aucun follower, qui ont été créés le jour d'avant. Et en fait, tous ces controversies, c'était des bots contre des bots qui postaient message après message après message. Enfin, c'était une guerre. C'était horrible. Et aujourd'hui, moi, je suis assez, tu le sais, je vais souvent sur Reddit. À l'époque du procès, en fait, on ne trouvait quasi aucune information pour Amber Heard et des commentaires qui allaient dans son sens étaient déglingués. Alors que maintenant, procès terminé, la machine de guerre s'est arrêtée. On voit une histoire beaucoup plus nuancée de par le public. Donc, cette influence aujourd'hui de l'Internet, il faut vraiment que les gens ils l'aient en garde à l'œil, enfin, qu'on soit au courant. Mais le problème, en fait, c'est ça, c'est qu'on a grandi avec Internet. Pour nous, Internet, c'était la parole, c'était la vérité. Comme moi, j'ai pas grandi avec Internet. Hein. Pour moi, non, mais on a grandi dans le sens où on a vu la naissance d'Internet et on se dit, c'est les informations qui ont été coupées, recoupées. Enfin, surtout nos parents, je pense, prennent ça comme argent comptant. Il faut faire attention. Facebook. Je l'ai vu sur Facebook. Ah tant mieux. Ouais. Non, mais en dehors des Johnny Depp, c'est quelque chose qui est... Même les générations maintenant, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point ils sont dupés par des profils Insta qui sont pas réels, par beaucoup de choses. Ils sont... Twitter maintenant. Vraiment un peu. Et puis la jeunesse a besoin de réaliser ça. Puis la jeunesse aussi passe ce recul sur la manière dont les femmes sont traitées quand elle est victime. Ou pas victime forcément, mais survivant, comme on préfère dire. Ouais. Et comment elle a pu être complètement harcelée et torturée par les médias et le monde. C'est qu'elle l'est encore, parce que là, je crois qu'elle habite en Espagne maintenant, et j'ai vu une vidéo où tu avais des paparazzis qui la retrouvaient, et donc ils la filment, ça va Amber, elle parle en espagnol, etc. Elle est contente, elle est bien, elle est à l'abri. Et les commentaires, c'est que des gens qui disent, qui pensent qu'elle a fait tout ça pour la fame, pour brandir son nom, alors qu'au contraire, ça a été une catastrophe pour elle. Et voilà, c'est quand elle a rencontré Johnny Depp, elle était jeune quand même, faut pas oublier, quoi. C'était pas une nana de 40 balles. Je crois qu'elle avait 22 ans. Ouais, quelque chose comme ça, 22, 23. Enfin, à un moment donné, tu peux pas avoir tout... l'expérience d'une nana de 23, 25 ans. Face à un homme puissant. Face à un homme puissant qui est une légende. Qui, doit être un idole pour tout jeune acteur. Bien sûr. Bien sûr. Et même moi, c'est ce que je disais, on en parlait un peu avec mon frère, et je disais que moi, Johnny, il a été dans certains de mes films préférés. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai eu beaucoup de joie à regarder, mais ça n'empêche pas que ce soit un connard. Voilà. Comme beaucoup, on se rend compte qu'ils étaient des connards. N'est-ce pas? Sur cette note positive de notre monde. Oui, dans notre comédie sketch. Retrouvez-nous sur scène pour un spectacle comique. Pas pour discuter de ça. Mais passons les choses plus drôles, comme une tentative de meurtre. Yes! Oh, here we go. Alors. Attends, maman. Ah oui. Je ne trouve ça irrespectueux d'oublier ma mère. Mais excuse-moi, Marie, en plus, à chaque fois, c'est Charlotte qui se souvient de toi. C'est bizarre, je t'oublie. Mais non. C'est bizarre parce que je suis sa fille. Alors, pour commencer notre journée, nos vacances au travail, voilà, on est resté sur un bon vieux, mais on a changé un tout petit peu. C'est-à-dire que Ubi, j'ai vu chez mon caviste, a fait un rosé. Donc, c'est Ubi collection unique. Donc, Ubi, ça va sans citer. C'est un code de Gascogne. Je pense que tout le monde en France aujourd'hui doit connaître Ubi. Ubi, je pense. Alors écoute, c'est un rosé qui descend très facilement. Très bon, très frais. Fruité, frais. Je pense qu'il va avec tout. Je pense que tout le monde aimerait ce petit rosé frais pour l'été. C'est marrant parce que évidemment, je suis une fanatique de Ubi et je ne savais pas qu'il faisait du rosé. Donc c'est assez intéressant. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Très bon choix. Voilà, mais on a beaucoup d'autres choix puisqu'on a beaucoup de travail à faire ce week-end. Oups. Donc, chin à nous. Elle va nous faire des glaçons et je vais attendre. Cheers. Voilà. Excusez-moi. Avant de commencer l'histoire. Le ASMR obligatoire. En fait, on va renommer le truc des meurtres et du vin à ASMR parce qu'on dit ça quasiment à chaque épisode. Hein. C'est peut-être que c'est obligé. On ne peut pas faire autrement avec les glaçons. Alors, t'es prête pour mon histoire?
I am. Allez. Donc, moi, je t'en avais parlé. Et c'est le Lolita de Long Island. Ah oui, que je connais pas, vas-y. Exactement. Trop bien. Et tu connais pas, alors que cette histoire était énorme aux États-Unis. Mais vraiment, la une des journaux, tout le monde parlait de ça. C'était Depp versus Heard. Donc, tout se rejoint, en fait. Il y a une sorte de cercle là dans tout ce que je vais vous raconter. Donc, et ton histoire m'a fait penser, tu vas voir tout de suite pourquoi. OK. Donc, Mary Jo Buttafuoco, qui a 37 ans. Buttafuoco. Oui, ça va te faire rire tout au long, parce que c'est drôle. Donc, et elle s'appelle Mary Jo Buttafuoco, elle a 37 ans, c'est une maman de 2 enfants. Elle habite Long Island, à New York, et elle répond à quelqu'un qui frappe à sa porte. Et c'est un clown. Non. Alors justement, c'est là où nos histoires divergent. Déjà. Elle voit une fille de à peu près 17 ans. Elle connaît pas cette fille. La fille lui dit qu'elle s'appelle Anne-Marie. Et que sa sœur de 16 ans aurait eu une affaire extramaritale avec son mari, Joey Buttafuoco. Joey Buttafuoco. Exactement. C'est drôle. Tu vas pas me faire ça à chaque fois. Ouais, je pourrais. Mary Jo, elle voit une voiture qui attend devant la maison. Elle demande à la fille qui c'est. La fille lui indique que c'est son petit ami. Mais voilà, elle montre à Mary Jo un t-shirt de l'entreprise de Joey, son mari, qui est Complete Auto and Body Shop. C'est un garagiste. Comme preuve que de cette affaire extramaritale. Et les deux femmes resteront, enfin la fille et la femme resteront à discuter devant la maison une quinzaine de minutes avant que Mary Jo lui dise de partir. Elle n'y croit pas du tout à son histoire et elle va en discuter avec son mari. Avant de pouvoir partir, Mary Jo sera frappée sur la tête par un pistolet. Elle reste un peu sonnée et puis de nouveau elle est frappée. Là, elle tombe par terre. Là, la fille qui a dit qu'elle s'appelle Anne-Marie lui vise et lui tire sur la tête point blanc. Donc, très violent. Très violent, ouais, encore une fois. Quand tu tires direct dans la tête, quoi. Exactement. Elle courra vers la voiture qui l'attend, mais en laissant le t-shirt et le pistolet derrière elle. C'est en arrivant, donc tu vois que c'est hyper prévu, quoi. Tu vois déjà le niveau est très haut, quoi. Là, c'est un tueur à gages. À la base, ne pas laisser l'arme du crime sur le lieu du crime. Certes, c'est connu, voilà. Mais bon, elle le fera pas. Mais le petit ami dans la voiture lui dit quand même de retourner les chercher, donc elle court les recherchant. Mais bon, en gros, on comprend dès le début de l'histoire que c'est un peu le chaos complet. Voilà. Complet. On n'est pas sur des pros là. On n'est pas face à des pros. Donc là, tout de suite, les médias, les journaux s'emparent de cette histoire. Et ça devient déjà là la folie. On ne parle que de ces deux femmes, d'accord? Donc, cette fameuse, soi-disant, Anne-Marie et Mary Jo. Le mari, on n'en parle pas trop. Cette histoire, quand on débute l'épisode, aurait été très différente, je pense, aujourd'hui. Je pense. Mais c'est assez dégoûtant que ça n'était pas même à l'époque. Et ça n'enlève pas le fait non plus que cette femme à qui on tirait dessus, elle est victime, quoi. C'est la victime dans l'histoire. Mais la fille qui est partie en laissant Mary Jo pour mort, les voisins ils viennent, ils ont vu ce qui s'est passé ou ils ont entendu, ils appellent les secours. Mary Jo va aux urgences, les médecins vont travailler sur elle pendant 8 heures. Ils ne peuvent pas enlever la balle qui traversa sa crâne et resta dans sa moelle épinière, d'ailleurs là encore aujourd'hui, mais ils arrivent à la stabiliser. Quand elle se réveille, il découvre que la moitié de son visage, elle est partiellement paralysée et elle aura perdu de l'audition dans une oreille, mais sinon, elle va bien. Putain. Ouais. La police va interroger Joey, le mari. Il n'y a pas de preuves lui liant aux événements, mais ils essayent quand même, la police, de savoir qui et pourquoi aurait fait ça. Et Joey va désigner Paul Maclay et Amy Fisher. D'accord? Donc, le petit ami, et pas Anne-Marie comme elle soit dit, mais Amy Fisher, la vraie personne. Et Joey va citer qu'il pense que c'est eux à cause d'une histoire de drogue et des dettes non payées. Pour une indication, le petit ami de Amy Fisher, donc c'est elle dont on va parler dans l'histoire, elle, à cet âge-là, en fait, elle n'a que 16 ans. Et Paul Maclay, il en a 36. Mais attends, et du coup, Amy Fisher, qui a 16 ans, elle sortait avec le mari de la victime? J'y arrive. Ah, ok, bah, c'était juste pour me remettre dans l'histoire. En fait,
Marie-Jo, la victime, on lui a tiré dessus, elle est à l'hôpital. Ouais. On interroge le mari. Ouais. Lui, il désigne Amy et Paul. Okay. So, Amy, qui est la tueuse. Ouais. La tueuse. La tentateuse. Et Paul, la tentateuse. Oui. Et Paul, en disant que oui, ils ont des problèmes de drogue et de dette, et il y a un truc comme ça. Okay. Bon, pas très clair. Joey explique qu'il aurait dit à Amy, qui connaît, de ne pas prêter de l'argent à Paul. Et il se dit que peut-être c'est potentiellement un acte de revanche de sa part. Okay. Parce que Joey aurait dit ça. Donc, comme je disais, Marie-Jo se réveille, elle explique tout. Elle se souvient de tout, elle donne un descriptif très clair. La police ne peut donc pas désigner Amy, mais que de suite. Et parce que Joey l'a dit que la mémoire de Marie-Jo est suffisante. Donc, la police commence à se dire quand même que Joey, il sait un peu plus. Parce que bon, tout ça, ça tient pas la route. Donc, qui est Amy Fisher? Amy, c'est une enfant tumultueuse. Elle a eu forcément une enfance avec beaucoup de violence dans sa famille. Elle est violée à 13 ans, parmi d'autres choses qui lui sont arrivées qui sont assez horribles. Malgré tout ça, elle reste une fille relativement extravertie, elle a beaucoup d'amis, et c'est pas une mauvaise élève. En mai 1991, je sais pas si c'est la peine de préciser, elle a 16 ans, elle sort sa voiture du garage et elle casse un des rétros. Et là, il faut imaginer donc qui est Amy, et moi je trouve que ce petit bout d'histoire de comment ça a commencé, c'est assez parlant parce qu'elle a tellement peur de son père qu'elle amène la voiture chez un garagiste. Je te laisse deviner lequel. Joey Buttafuoco. Et sans en parler à son père, elle essaye de se dire je vais vite la réparer et je vais revenir et mon père n'en saura rien. Voilà. Donc, elle rencontre Joey Buttafuoco quand elle a 13 ans. Elle pense qu'il pourra réparer la voiture, mais en fait, le prix s'avère trop élevé. Elle pleure et elle crise à l'idée de devoir dévoiler sa bêtise à son père. Surtout qu'à 13 ans, elle n'a pas le permis. J'allais dire, aux États-Unis, tu peux pas conduire quand même à 13 ans. Non, voilà, en fait, ça dépend des États, mais aucun État n'est à 13 ans. Je pense que le plus tôt, c'est peut-être 14 ou 15, mais je pense 15 en vrai. En fait, donc Joey va la calmer. Il lui expliquera comment mentir à ses parents. Elle va suivre ses conseils et ses parents acceptent d'expliquer que c'était quelqu'un qui est passé par là et qui l'a cassé, que c'était pas elle, etc. Donc les parents amènent la voiture chez Joey pour faire les réparations. Et là, quand elle voit Joey, elle voit que Joey a une certaine emprise sur son père. Il a une capacité à négocier, à le calmer, à l'amadouer. Et là, elle va être assez subjuguée par Joey. Et c'est là où commence un peu cette histoire sordide. Donc, 2 semaines plus tard, Amy va faire exprès de faire des petites pètes à la voiture pour revenir voir Joey. Attends, je fais une parenthèse. Tu sais, ça me fait penser au test, soi-disant test psychologique qui dit il y a une nana qui va à l'enterrement de sa tante et du coup, à l'enterrement, elle voit un mec qui est super beau, mais ils prennent pas leur numéro et du coup... c'est un enterrement. Voilà, l'enterrement est terminé. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Aucune idée, elle se tue. Elle tue son oncle pour espérer revoir le mec. C'est une vraie histoire? Mais non. Ah merde. Ça te demande de réfléchir. On va en trouver un jour. Je suis sûre. Donc ça m'a fait penser à ça, de trouver des raisons de... Bon, ça c'est assez extrême. Genre là, elle a jeté un caillou contre la porte. Voilà, ça commence comme ça. Hein. Enfin, ça finit comme ça aussi en même temps ici. Oui. Enfin bref. Donc c'est là que Joey et Amy vont commencer à flirter. Et demeure une relation. Alors, c'est rigolo parce que dans les trucs que j'ai regardé leur relation amoureuse, il y avait plein de mots utilisés. Moi, je vais dire leur relation de pédophilie entre Joey et Amy, puisque Joey, il a 36 ans. 36 et 36 ans, pédophilie, et puis c'est une emprise que tu as sur un enfant, quoi, sur une enfant. Voilà. Donc, après un énième rendez-vous pour sa voiture, Joey va la ramener et ils coucheront ensemble pour la première fois chez les parents d'Amy, qui font tant confiance à Joey. Donc, pendant plusieurs semaines, ils se voient dans des hôtels pour continuer leur relation. Puis, Amy développe une éruption cutanée. En fait, elle a un MST, évidemment, voilà, de ce cher Joey, forcément, puisqu'elle n'a pas accouché avant.
Là, du coup, elle en parle à ses parents, mais sans dire comment ou pourquoi, parce que je pense qu'elle n'avait même pas trop compris ce qui lui est arrivé. Mais comme elle est subjuguée par Joey, même si elle sait qu'il risque la prison pour ce qu'ils font, elle continue. Un mois plus tard, et c'est là où c'est important parce qu'elle va avoir 17 ans, et ça c'est important parce que dans l'État de New York, à partir de 17 ans, Joey ne sera plus en train de violer un enfant selon la loi, car l'âge de consentement est 17 ans. Okay. Amy elle commence à travailler, mais elle sera virée après un mois. Et là, Joey va lui convaincre de devenir travailleuse du sexe. Oh. Il va même jusqu'à lui aider à trouver une agence dans laquelle elle va finir par travailler. Et là, Amy, elle change complètement de personnalité. Elle n'a plus envie de faire, de faire ce travail, mais elle le fait quand même. Elle ne parle plus à ses amis et elle commence à plus en plus imaginer sa vie avec Joey. Mm. Joey se plaint à Amy, il parle à Amy de sa femme, qui lui dit qu'il aimerait être avec Amy, et du coup, Amy, ne comprenant pas la situation à hauteur de son âge, elle donne un ultimatum à Joey en disant « c'est moi, on marie Joe », et Joe, il choisit sa femme. Donc, Amy tente de se suicider, elle n'y arrivera pas, mais elle continue à garder leur secret. Elle commence donc à sortir avec Paul Maclay, presque un peu pour rendre jaloux. Ouais, un peu. Et ça marche un peu. Mais son obsession avec Joey va continuer, et là, elle va réussir à trouver un pistolet, et elle fait un plan qu'elle racontera à Joey, selon elle, qui lui, Joey va l'encourager, lui demande même si elle a réussi à trouver le pistolet, et lui, tout ça, il va le démonter par la suite, bien sûr. Donc, 2 histoires se révèlent dans ça. Un enfant qui est encouragé soit à tuer la femme de son amant ou un enfant obsessionnel avec des délusions. La média et les personnes en 91 ont forcément préféré l'histoire de l'enfant délusionnel et le mari. Ça vend plus de papier. Voilà. Donc, suite à la fait que Mary-Jo identifie clairement Amy et les dits de Joey, la police va guetter sa maison. Ils ne le voient pas, donc ils vont demander de l'aide à Joey. Joey leur dit qu'elle est bien chez elle et que la police peut rentrer pour l'arrêter, donc en 92. Elle saura là que c'est Joey qui aura donné cette info à la police. Et c'est un retour sans fin ensuite entre les deux, où Amy confirme l'implication de Joey dans l'histoire, alors que lui, il nuit tout en bloc. Incluant de dire, parce que Joey va continuer à dire qu'il n'a eu aucune relation avec cette femme, ce qui est très drôle parce que il n'y a pas de cigare dans cette histoire, mais c'était un truc de l'époque, quoi. Bill Clinton, si tu nous écoutes. Et pauvre Monica, qui aussi, on voit son histoire très différemment aujourd'hui. On est d'accord. C'est clair. Le retour en arrière a bien changé nos opinions. Mary-Jo, donc, tout ça, quoi? Elle continue à croire dans son mari de façon absurde. Enfin, je veux dire, Mary-Jo, c'est la première défense de Joey. Joey n'aurait jamais fait ça. Enfin, Mary-Jo, elle est une femme de Long Island. Fuck you, it's not my Joey, never my Joey would never. Enfin, c'est tout ça, quoi. J'y suis. Oui, tu es bon, exactement la madame. T'as vu un épisode de Sopranos, vous êtes. Voilà, elle est brune avec les cheveux un peu Non, blonde, mais en Karen à fond. Mais bon, après, elle a été tirée de balle par la tête, donc elles étaient courtes, ses cheveux, après. Avant, je sais pas, on va regarder. Donc, cette histoire, forcément, provoque beaucoup de colère envers toutes les personnes qui sont impliquées, Amy, Joey, Mary-Jo. Comme j'ai dit dès le début, Mary-Jo, malgré sa vocalisation de défense vers son mari, elle reste quand même une victime, mais qui sort avec un prédateur avec qui elle a 2 enfants. C'est pas facile non plus, quoi. Amy sera inculpée pour plein de choses, en fait. Tentative de meurtre parmi autres, forcément. Ouais. On l'appellera la Lolita de Long Island. L'ironie est très forte parce que Lolita reste une petite fille violée par un homme plus âgé. Clairement. Voilà. Amber. Mais on utilise Lolita comme une fille séductrice et pas même l'enfant la Lolita de Nabokov. Nabokov, yeah. Ouais, qui était décrite comme ça. Je pense que Amber était pas décrit comme un pédophile. C'est vraiment le charme de la petite, quoi. C'est ça. Et les journaux et les personnes, enfin, tout le monde parlera d'elle comme une pute, une conne, un low caste. Enfin, on l'a détruit et on vendra beaucoup de journaux, forcément. Ouais. Encore, même là, personne ne parle de Joey. Oh putain.
Mais John, un des clients de Amy, quand elle faisait ce poste, de travailleuse du sexe, quand elle travaille. Il va détruire un sextape de lui et Amy. Et rappelons que c'est encore un ado, là. Elle a 17 ou peut-être maintenant elle a 18 ans. Mais du coup, le prosécuteur du cas, il demande à ce que Amy ne reçoit pas la liberté conditionnelle. Et le juge octroie de mettre sa sortie provisoire au prix de 2 millions de dollars, ce qui était improbable à l'époque. Pour une fille qui vend son corps et qui clairement vient de milieu très défavorisé, 2 millions d'euros, de dollars. Jamais de la vie, elle sort, Voilà, c'est complètement ridicule. Et forcément, ils n'auront pas l'argent pour payer ni leur électricité, ils vont pas réussir à la faire sortir, donc elle reste en prison un certain temps. Jusqu'à alors qu'est-ce que j'ai marqué, excuse-moi. Les défenses aussi, en plus, avec tout ça, on imagine bien qu'elle n'a pas une bonne défense, parce qu'elle n'a pas l'argent pour le payer. Donc, il n'y a pas grand-chose pour la protéger dès le départ, quoi. Joey Henry, de son côté, il fait plein d'entretiens de presse, même il va passer à Howard Stern. Tu vois qui c'est? Oh oui, gros. Il est vraiment, he's gross. Like, genre, c'est le mec que tu touches et t'as envie de te laver après. Mais tu sais, il était tellement populaire à l'époque. Ouais, et j'ai appris qu'Howard Stern était l'avocat de Anna Nicole Smith. Non, c'est un autre Howard. C'est pas le même? Non. Rien à voir. J'étais là, il était avocat. Ce sont deux hommes très différents. C'est vraiment pas. Howard Stern, c'est un DJ de radio. Ben oui, c'est pour ça que j'étais choquée. Parce que Anna Nicole Smith était passée sur Howard Stern. Oui, elle est passée sur Howard Stern, mais c'est pas le même. Le mec qui elle a marié, qui a dit que c'est le père de son fille, mais c'était pas le père de sa fille. Non, c'est pas lui. Si. Non, c'est pas le même. Alors, je peux continuer avec mon histoire. Ouais, et pendant que moi je cherche l'erreur. Ok, tu me diras quand tu trouveras que tu as tort. Donc, Amy va finir par sortir de prison parce qu'une entreprise veut lui acheter les droits de son histoire. Donc, ils vont payer la somme modique de 2 millions de dollars. Amy va plaidoyer forcément pour réduire sa peine, comme beaucoup de personnes aux États-Unis. Bon, en même temps, elle lui a tiré dessus. Non. Elle va dire non, j'ai rien fait, quoi. Elle va plaidoyer parce que de toute façon, elle est coupable. Elle aura maximum en plaidoyant entre 5 et 15 ans. Les Botafogo sont furax et surtout Mary-Jo. Elle n'accepte pas que ça puisse arriver comme ça. Ouais. D'autres sextapes de leurs clients vont sortir, donc tout ça va nuire à Amy de façon délirante, forcément, parce que il y a même pas eu Pamela et l'autre là à cette époque-là. Donc voilà, donc les sextapes c'était vraiment tabou. Maintenant ils en font faire un pour devenir célèbre, quoi. C'est presque la case obligatoire pour commencer. Voilà, et ta mère le met en ligne, c'est cool. Voilà. Et en plus, on a une cassette de la jeune fille de 17 ans qui parle à quelqu'un pour dire que, avec tout ce qui lui est arrivé, elle espère quand même que, elle va gagner un peu d'argent avec son histoire, qu'elle aura un Ferrari. Ça sera enregistré, ça sera envoyé à la presse, donc elle devient, un démon, quoi. Bon, en même temps, c'est le genre de connerie qui pourrait dire un enfant de 17 ans dans toute cette histoire, quoi. Donc, les médias sont en train de se branler grave et la public va lécher chaque goutte. Alors, c'est moi qui l'ai écrit, je sais que c'est cru, mais parce que c'était ça l'histoire. C'est vraiment ça. Excuse-moi, mais quand les gens vont regarder une histoire comme ça, ils vont être tellement excités à regarder ce qui arrive à un enfant. Et puis, c'est ça qui a eu tort, mais c'est dégueulasse. Les spectateurs, c'est ça que vous faites. C'est elle, c'est Amy Fisher. Donc, Amy tente de nouveau de se suicider. Elle survivra de nouveau. Et en 92, elle prendra 15 ans, donc le maximum avec le... Mais elle en servira que 7 et elle sort en 99. D'accord. Joey ne sera pas poursuivi pour le tentative de meurtre. Il fera tous les entretiens de presse possibles, mais sa victoire aura une courte durée, puisqu'en 93, la prosécution va quand même le poursuivre pour viol sur mineur. Yes. Malgré toutes les preuves, Mary-Jo continue à défendre son mari, mais Joey sera trouvé coupable. Yes. Tiens-toi prête pour viol, la mise en danger du mineur et la sodomie d'un mineur. Dis-moi, il a pris 2 semaines. Les preuves sont accablantes et il prendra 6 mois. Oh mon Dieu. Après sa sortie, Joey et Mary-Jo partent à Los Angeles car il veut devenir acteur. Oh mon Dieu. Mais cette rêve sera coupée courte quand Joey est arrêté de nouveau pour avoir sollicité une travailleuse du sexe qui en fait est un flic. Ah.
Marie-Jo se réveille enfin. Alléluia, Marie-Jo, c'est la balle, elle a bougé. Du coup, non, mais il fallait la faire, fallait la secouer, celle-là. Oh putain. Le divorce sera finalisé en 2003. En 2004, Joey sera de nouveau en prison pour 1 an pour la fraude aux assurances. Donc, pour la fraude aux assurances, tu prends plus cher que la sodomie d'un mineur. Bah oui, ça montre bien la valeur des femmes. C'est ça. En 2019, quand même, Marie-Jo dira que Joey est en thérapie et elle espère qu'il n'essaie pas de s'en servir pour justifier tout le mal qu'il a fait. Donc, je pense qu'elle aussi a dû faire de la thérapie et qu'elle a dû faire un petit chemin, mais pas forcément beaucoup. Marie-Jo, ton mari est un pédo. Tout à fait, parmi autres. Enfin, c'est pas un bon gars, Joey, hein. Joey Buttafuoco is a motherfucker. Yeah, j'ai exactement ce que j'allais dire. Two girls, one brain. Ça sera pas ça le week-end. Ce sera le titre. Two girls, one brain. There it is. Amy, malheureusement, n'a pas une vie très jolie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Après sa sortie en 99, elle va travailler comme journaliste. Elle va publier une biographie. Of course. Mais c'est un ghostwriter. Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui va l'écrire parce que je pense qu'avec l'histoire académique de Amy, ça devait être un peu compliqué. Non, mais bon, c'était... Elle se marie avec un mec de 24 ans de plus qu'elle, qui est policier. Ah. Ils auront 3 enfants, mais ils divorcent en 2015. Elle fera beaucoup de commentaires en contenu assez conflictuels. Parfois, elle dira qu'elle regrette et d'autres fois, elle dira qu'elle n'a pas de sympathie pour Marie-Jo. Il y a même eu une idée de série télé-réalité qui a flotté, comme quoi Amy va rejoindre Joey pour faire une série. Oh non! Mais bon, c'est resté... ça serait horrible. En idée, non pas en réalité. Ça, les gens sont tarés, quoi. Elle fera un peu de pornographie en 2011, pour les auditeurs qui s'intéressent. Et elle arrêta, elle changera de tête, de visage, de look complètement. Et là, depuis, elle reste très loin des caméras et c'est tant mieux. Donc, tu vas aller la chercher parce que je pense que c'est ce qu'elle préfère. Et au final, c'est Marie-Jo qui fera le plus de télé. Elle passera Oprah, Larry King, enfin, des gros noms quand même. En 2009, elle fera un livre. Alors, tu vas traduire la phrase. Parce que c'est quand même assez drôle. Son livre s'intitule « Getting it through my thick skull ». Je sais même pas comment traduire. En fait, c'est une expression en anglais, c'est si tu traverses ton crâne épais. Ouais, c'est quand... Mais c'est en gros pour dire qu'il t'a fallu du temps pour comprendre. Ouais, c'est ça, c'est genre, mon crâne est épais, donc du coup, il faut un peu plus de temps, toc, 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 voilà. Et c'est pas faux, donc le titre est très bien choisi. Il m'en a fallu du temps, par Marie-Jo Buttafuoco. Voilà. Et Joey, là, quand elle fera ce livre, il reviendra, il va lui porter plainte parce que c'est tellement un sociopathe. Il dira qu'elle c'est la diffamation et qu'il va perdre du business parce qu'il est... T'as été condamné, gars, chut. Oui, oh là là. Donc, juste une chose rigolote, un épisode, un autre podcast qu'on aime beaucoup toutes les deux, My Favorite Murder. En fait, c'est des stand-up à la base, les filles qui font ce podcast. Et elles l'ont connue apparemment, Marie-Jo, quand elle habitera à Los Angeles, adore les comédiens. Donc, elle allait souvent voir des lives. Et apparemment, elle est adorable, super cool, down to earth, gentille. Donc, c'est juste une parenthèse assez drôle. Ah ben, de toute façon, je pense qu'elle va pas être une femme chiante pour être avec un gars comme ça. Non, mais bon, comme quoi, tous ces gens-là, l'image que j'ai de ces gens-là, parce que vraiment, quand je te dis, en l'année 91, moi, j'étais des souvenirs de cette histoire, j'en avais beaucoup, tu vois. Ouais. Et voilà, et pour le mot de fin, c'est assez bizarre d'être à cheval entre les années 90 et aujourd'hui. Et quelque part, je sais pas si le recul, je le trouve assez terrifiant quand on voit comment on traitait les femmes, surtout dans les années 90. Il y avait vraiment une période assez affreuse. Alors que c'était il y a 10 ans, non? Non, chérie, il y a 30 ans. Mais regarde, le Jet vs. Heard, c'était l'année dernière. Et on y est encore quelque part. Oui, la femme a été martelée. C'est ça. Donc, sujet à réflexion, mais pas très drôle pour le mot de fin de ma petite histoire. Mon petite histoire. Bref, j'en sais rien. Mon histoire, ma petite histoire, mais mon voilà. Vous faites chier avec ça, tu vois. Bon. Allez, voilà. Et ça, c'est... Ok, la Lolita de Long Island. Exactement. Ouais, mais du coup, je suis allée voir un peu sur Google Images. Effectivement, elle n'a pas le même look quand elle est jeune et maintenant, quoi. C'est vrai qu'elle a été beaucoup refaite, ouais, effectivement. A little bit. Ouais, elle a de petits ballons. Et c'est lui, son mari, là, le flic Je sais pas. Franchement, il fait un peu pervers. Il fait un peu genre directeur de film porno, quand même. Mais elle a fait du porno quand elle était avec lui. Donc,
policier, directeur de film porno, metteur en scène. Ah, mais il a tout le look. Il a le t-shirt noir. Non, mais il est berk, hein. Et il a des petites Santiago noires par-dessus un jean taille basse avec une ceinture. Mais ça aussi, c'était le malheur des années 90, les jeans taille basse. Mais ça revient, là. Alors, ça revient. Moi, j'ai quand même une chose à dire là-dessus. What a disaster. Don't do it. Ne le faites pas. On s'est battu pendant toutes les années 90. On s'est pas battu, on l'a fait. Alors, ça aussi, et les sourcils. On s'est battu contre notre crack qui était, à chaque fois qu'on se baissait. Quand tu perdais un stylo, tu le perdais pour toujours. Tu voulais pas le remettre. Cocaine and crack in your ass. Crack in your ass. Mais non, tu te baissais jamais. Ne le faites pas. Non, s'il vous plaît, ne ramenez pas le taille basse, s'il vous plaît. C'est vraiment... On est d'accord. C'était pas beau. Ok. Bon, bah écoute, c'est marrant parce qu'on s'est pas du tout concerté. Comme d'hab. Mais oui, de toute façon, est-ce qu'on aurait le temps? Elle était longue, mon histoire. Hein. Ouais, mais moi, ça va, ce sera pas très très long, donc on est bien. Mais parce que moi, j'avais envie de changer un petit peu et je parle de l'histoire d'une survivante. Donc, au final... Donc, il n'y a pas de meurtre? Ben non, au final, c'était mon anniversaire ou quoi? Donc, du coup, j'ai pas tué d'animaux. Tu vois, je pense à toi aussi. Et moi, il n'y a pas de chaise de gynéco. Yeah. Ah, on est bien. It's a good day. It's a good day today. Donc, voilà. Petit spoil, mais voilà, donc, elle survit. Donc, alors, on dirait un film. Je préfère prévenir en avance. Mais tout est vrai. Mais je te jure, parfois, tu vas me dire, c'est pas possible. Bref. Donc, This is a true story. Le 29 mai 2005, Jennifer Holliday est en train de conduire sur l'autoroute 69 dans le Texas. 69. Je peux faire une parenthèse et je ne couperai pas. Vas-y. L'autre jour, je fais un truc avec Max, les devoirs. Ouais. Mon fils, il est petit, il comprend pas encore la blague du 69, mais son père... Mais c'est bien. Il y a une mauvaise même... Oui, tout à fait, mais d'accord. Mais son père... Pourtant, j'essaye de lui expliquer, il comprend pas. Hein. Son père, mon mari qui a très mauvaise mémoire et qui utilise 69 pour beaucoup de choses pour s'en rappeler. Donc, dans les devoirs il a eu un 69. Et j'ai le chiffre préféré de papa. Et genre un peu plus tard, parce que mon mari n'était pas là, il va papa, et papa, regarde-moi, ferme tes yeux, je vais te donner ton chiffre préféré. Il fait 69. Et je ne vous dis pas comme ça, c'est éclaté de rire, et moi aussi. Il ne pas comprendre pourquoi. Et c'était mignon et pas en même temps. Ben oui, c'est ça. Et voilà mon histoire de comment on est de mauvais parents. Voilà, comment on a appris le 69. Alors, excuse-moi, donc route 69. Route 69, Big Up. Holiday. Big Up Zev, dans le Texas. Donc avec, sur le côté passager, elle avait sa cousine de 19 ans, Anna Franklin. Donc elles sont dans leur SUV, elles conduisent, et tout d'un coup, en fait, elles entendent un énorme boom, genre comment t'appelles ça? Une déflagration. Une explosion. Voilà, un énorme boom. J'ai mis juste après, genre, une énorme déflagration. Je ne serais pas allée au mot déflagration, mais bon, si tu veux. Mot contre triple, écoute. Elles ne savent même pas ce qui vient de se passer, mais elles voient qu'il y a du verre brisé, du sang de partout, donc elles se mettent sur le côté. Et sa cousine se met à hurler en montrant le bras de Jennifer. Et en fait, son bras gauche est pratiquement arraché. Là, il pend. Pratiquement arraché, il pend, genre, c'est quoi le film avec l'autre abruti, là? Ça, 47 heures, là, ou je sais pas quoi. Ah oui, mais bon, là, il était sur le rocher, là. Ouais, c'est ça. Mais, ok. Donc, pratiquement arraché, du sang partout, là. Mais Jennifer travaille dans le médical, donc elle arrive à garder son sang-froid, et elle dit, appelle des secours, ça va aller. Elle réalise pas tout de suite, mais il y avait un homme qui conduisait à côté d'elle. C'est lui qui leur a tiré dessus, en fait, et il s'arrête à leur niveau. Donc, attends, elles sont pas en voiture, elles marchent. Non, elles sont en voiture, mais elles se sont garées sur le côté, vu qu'elles... d'accord, donc elles conduisaient. Elles conduisaient. Et quelqu'un leur a tiré dessus. Voilà, conduisant. Genre un drive-by, quoi. Ok. Donc, il s'arrête à leur niveau. Il s'arrête. Je vais le redire. Il s'arrête, sort de sa voiture, marche jusqu'à la voiture de Jennifer, très calmement. Il passe son bras dans la fenêtre ouverte, côté conducteur. Il passe donc devant la tête de Jennifer et il prend le téléphone dans les mains de la cousine, dans les mains de Anna. C'est Jennifer qui manque un bras parce que c'est pas dans ses mains. Non, Jennifer ou dans l'autre. Ah merde, j'étais gauchère. C'est con. Et donc il prend le téléphone des mains de la passagère Anna et il le jette par terre et il se met à rire. Ok. Un peu, voilà. De là, il recule un tout petit peu, il soulève son fusil.
Jennifer et Anna sont toutes les deux en train de le fixer. Elles le regardent, elles savent même plus quoi faire. Non, mais là, le choc est Elles sont trop choquées, en fait. T'es frisée, t'es complètement frisée de peur. Elles sont effrayées. Ils tirent dans la voiture. Et là, Jennifer, en fait, tout ça, c'est elle qui témoigne dans un documentaire. Donc, Jennifer dit qu'elle vit un moment complètement irréel où elle voit presque la balle, comme Matrix, tu sais, qui lui passe devant le visage au ralenti. Et la balle atterrit dans la tête de sa cousine, Anna, qui meurt sur le coup. Pardon, il y a un meurtre. T'as menti. Pardon, mensonge. Donc, Anna meurt. Il attrape... Comment t'as pu oublier qui est mort? Parce que c'était pas elle, Anna, c'est Anna qui a pas le bras ou c'est Non, c'est Jennifer qui a son bras qui pend. Enfin, je veux pas dire, mais ok. C'était pas clair, c'est ça que tu es en train de me dire? Maintenant, ça l'est. Ok. Donc, il attrape Jennifer par son bon bras et la sort de la voiture. Et l'autre bras, il pend complètement de son corps, en fait. Ça doit tenir par un nerf. Il l'avait dans sa voiture et il se met à rouler. Il roule, et elle se rend compte qu'ils sont dans le trou du cul du monde. Il y a personne, aucune lumière, aucune maison. Tout le Texas est le trou du cul du monde. Ben, c'est ça, mais elle se rend compte que là, elle est seule dans cette situation, quoi. C'est pas genre, je me balade hétéroclite. Et puis, il lui manque un peu la moitié. Il manque la moitié d'un bras, elle saigne, elle fait que saigner. À un moment, il s'arrête, il sort Jennifer de la voiture, il l'amène de force dans un bois et il la viole. Quand il a fini, il lui a arraché donc tous ses vêtements, elle est complètement nue. Il se relève, il se met à pleurer. Puis il la regarde et il fait « Oh mon Dieu, mais tu saignes, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il se met à rire. Mais vous voyez pas ma tête là, mais je sais pas ce que je suis en train d'écouter. Et c'est pour ça que je te dis que cette histoire est incroyable parce que, parce que c'est elle qui raconte tout ça, donc c'est ce qui s'est passé et tu vois dans la tête de ce mec, quoi, c'est un gros problème. Ouais. Donc là, elle se dit, oulala, ok, donc soit il est super drogué, soit super taré. Donc je sais pas ce que tu préfères dans ce genre de situation. Moi, je dirais les deux. Ouais, je pense aussi. Donc là, elle se dit, ok, il faut absolument que je sorte de ce bois où il y a rien pour m'aider. Donc elle pense à un plan. Elle commence à faire comme si elle flirtait avec lui. Oui. Et elle lui... les femmes c'est ça. Et elle lui dit, merci de m'avoir sauvée, merci. Elle est super gentille avec lui. Et elle voit qu'il réagit direct. Et en fait, il baisse sa garde et il aime bien avoir une nana qui flirte avec lui. Donc là, elle se dit, ok, ça marche. Donc, elle invente une histoire comme quoi c'est pas lui qui a attaqué et qui les a agressés, mais il l'a sauvé de cet attaqueur mystérieux. Et elle dit, j'arrive pas à croire que tu m'aies sauvé de cet homme. Merci, tu es mon héros, mon Dieu. Merci, mais est-ce qu'on peut aller chez toi parce que là, je saigne et tout. Il fait, ah oui, tu saignes beaucoup quand même. Elle fait, oui, j'ai besoin d'aide. Et donc, elle se dit, au moins, s'il l'amène chez lui, il y aura au moins un téléphone. Donc quelque chose ou un voisin. La logique, parce que moi, j'aurais essayé de tenter de pas aller chez lui, ouais. Mais en fait. Mais bon, oui, c'est peut-être risqué. Ouais, parce qu'il se dit hôpital, flic, je sais pas, tu sais pas. Quand même, la fille, elle a sa tête sur les épaules. Ah non, pas le bras, mais la tête. Pas de chocolat. Mais incroyable. Jennifer Holliday, incroyable. Ah ouais, elle est incroyable. Et donc, il la remet dans la voiture, il accepte d'aller chez lui, mais avant, il dit, ok, on y va, mais ne sois pas vilaine, hein. Il ne fait pas ce que font les vilains. En gros, il dit, don't be bad and don't do what the bad people do. Elle se fait, oui, bien sûr. Elle dit, sinon, je vais te le faire payer. Elle répond, mais pourquoi je ferais quoi que ce soit de mal? Tu m'as sauvée, je suis tellement reconnaissante. Et il lui redit, oui, c'est vrai, il faut quand même qu'on fasse quelque chose pour ce bras, quoi. Ben, un peu. Donc, ils arrivent chez lui. Il conduit, et là, il prend, au bout de quelques temps où ils sont sur la route, il prend un virage et il roule jusque dans un cimetière. Je te jure. What? Oui, c'est là où tout le monde se dit, c'est pas possible. C'est un film. Ouais, c'est pas possible. Mais c'est vrai, en fait. En fait, il était derrière le cimetière et il y avait deux caravanes, et lui était une des deux caravanes. Ah donc, il a même pas de téléphone, le con. Bah si, il a un téléphone, heureusement, quoi. C'est comme ça me fait penser au Airbnb de Dombal, là, ton épisode. C'est genre un Airbnb, une étoile. Je le recommande pas. Mais tu sais qu'il m'est déjà arrivé quand j'ai l'adresse d'un Airbnb de regarder où c'est, parce que tu sais jamais. C'est pas con, ça. C'est sympa de regarder l'intérieur, mais quand tu vas à l'extérieur et t'as l'espèce de déchetterie à deux pas. C'est vrai. Ou un cimetière rempli de fous. Un cimetière, ça m'aurait moins dérangé. En général, c'est rempli de morts. Ouais, c'est calme. C'est ça, pas de bruit. Voisin sympa. Donc, il l'emmène dans sa maison. Respectueux. Plutôt propre sur eux. Fleuri. Village fleuri.
Oh, Dieu. Donc, il l'emmène dans sa maison, il la laisse utiliser le téléphone tellement qu'il est à l'ouest, tellement qu'il croit que c'est lui le héros et qu'il l'a sauvé. Donc, il la laisse complètement faire. Donc, elle appelle le 911, le secours. Et tu peux l'entendre, son appel de 911. Et en fait, tu vois qu'elle reste ultra calme. Elle fait « Oui, bonjour. Alors, je viens de me faire tirer dessus. Et cet homme qui m'a sauvé, qui est juste en face de moi, il m'a sauvé, heureusement, mais j'ai besoin d'aide. Donc, si quelqu'un pouvait venir m'aider, ce serait top. Mais cet homme qui est juste en face de moi, avec moi, elle essaie de me faire comprendre, m'a sauvé. » Et donc, en gros, elle essaie pas de faire la ruse de je commande une pizza ou un truc comme ça, genre. Ouais, je m'en souviens de cette histoire. Il y en a plusieurs maintenant. Ouais, c'est bien ça. Et non, elle dit parce que lui sait qu'elle s'est fait tirer dessus, mais par un mec mystérieux. Donc, elle essaie de donner des infos tout en gardant un ton enjoué pour que le mec et la personne au bout du fil comprennent. Et au bout d'1 minute, la personne comprend ce qui est en train de se passer. Donc, elle lui redemande, est-ce qu'on vient de vous tirer dessus, madame ? Oui, mais heureusement, cet homme vient de me sauver, mais j'ai besoin d'une ambulance. Est-ce que vous êtes du coin, madame ? Ah non, mais heureusement que cet homme qui est juste là, passé par là, il m'a sauvé, mais je saigne beaucoup. Et là, Jennifer entend quelqu'un derrière la personne là, qui est au téléphone là, des secours qui dit « Oh putain, c'est lié au shooting de ce soir. » Ah oui, donc du coup, ils ont... Parce qu'ils ont vu sa cousine. Et ils ont fait « C'est ça. » Oui. Donc, elle fait « oui, c'est bien ça, oui, c'est ça, exact. » Et effectivement. Ouais, j'ai des frissons. Ah ouais? J'ai des frissons. Donc là, elle réussit à donner toutes les infos nécessaires, donc avec le tueur juste en face d'elle, quoi. Mais le 911 n'arrive pas à trouver tout à l'appel et elle ne sait pas où elle est non plus. Donc, attends, écoute ça. C'est utile que tu aies un marqueur du cimetière. Alors, non, c'est lui. Qui va donner son adresse? Oui. I love it. C'est un truc de malade. Il fait, alors vous voyez le cimetière, machin, mais il est complètement taré. Donc elle donne le téléphone au mec. Il explique où il habite. Il donne les instructions à l'ambulance pour arriver à sa maison. Il dit même au téléphone, oui, parce que quand même elle saigne beaucoup. J'ai aussi du sang sur moi. Je comprends pas. Je l'ai sauvé, mais vous devez arriver rapidement. Et après il dit quand même juste une ambulance, pas de police. Non, bien sûr, on vous amène en ambulance, c'est pour sauver la dame. He's a wacko. Complètement. Donc là, il donne à Jennifer un t-shirt et un short parce qu'elle fait tout ça nue. Complètement nue. Ah ouais. Ah oui, parce qu'elle a été violée. Il a arraché. C'est une guerrière, cette femme. Une guerrière. Et en fait, à ce moment-là, elle était maman, tu vois, elle avait un fils, elle y pensait énormément, tu vois. Oh my God, she has no arm. Fallait pas me dire ça. Quoi, cette réaction? Je sais pas, ça rend plus... Bah oui, c'est horrible. Donc, il lui donne un t-shirt et un short pour pas qu'elle sorte nue. C'est sympa de sa part. Ah oui, il est adorable. Adorable. Au moment de sortir pour rejoindre l'ambulance, donc elle perd tellement de sang, et elle essaye... En fait, l'ambulance, c'est juste en haut du chemin et il faut monter un tout petit peu, c'est un peu en pente. Et elle dit, je me sentais tellement faible, j'avais tellement perdu de sang qu'elle voyait les arbres bouger. Mais en fait, c'était pas elle qui était en train d'halluciner, c'était la SWAT team qui était dans les arbres et qui était prêt pour choper le gars. Ah, putain, d'accord. Ouais. Oh, ils ont carrément envoyé le SWAT team. Ouais. Ah, donc, au moment où ils voient qu'elle est safe et hors de portée pour lui, ils arrivent à l'arrêter. Il reçoit 2 condamnations à perpétuité pour meurtre, kidnapping et voie de fait grave. Et en fait, quand Jennifer a fait l'émission de témoignage, c'était 2 ans après les faits. Et au moment du documentaire, elle avait encore plus d'une 30aine de résidus de balles de fusil qui avaient tué sa cousine dans le bras. Et fun fact, entre gros guillemets, vu que ça se passe aux États-Unis, pour faire réparer son bras, en fait, elle a eu des opérations exhaustives, enfin très chères, etc. Elle gagnait juste un tout petit peu trop pour que ce soit pas pris en charge, mais pris en charge, oui, à la manière des États-Unis, au moins cher. Et elle n'avait pas droit à être traitée genre à côté de chez elle et elle devait conduire, je sais plus, une centaine de kilomètres pour pouvoir se faire soigner, quoi. America, fuck yeah. Donc voilà. Elle est super cette histoire, mais bon. Ouais. J'ai même pas mis le. Non, j'ai même pas le nom du tueur. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc moi, je pense que sur Instagram, je mettrai que Jennifer parce que. C'est très bien, parce que c'est elle la vraie. C'est la héros et c'est pas pour dire que les meurtriers sont les héros d'habitude, mais c'est pour moi c'est le personnage principal de cette histoire et elle est juste incroyable. Oui, c'est un fou lambda. Il y en a plein, incel. Il y en a plein. Pour traiter plein de choses. Et oui, d'ailleurs, c'est bien que tu parles des incels. C'est parce que il était apparemment,
il a dit qu'il s'était disputé ou sa copine l'avait quitté ce soir-là, donc à mon avis. Et après, il dit à la police, ah oui, j'ai peut-être pris un Xanax. Je suis la gars, Xanax, nous, c'est jeudi soir, quoi. Enfin, arrête. Et pourtant... Ou le lundi, mais pas le samedi. Là, t'es samedi soir, mec. Et ça m'est jamais arrivé d'arracher les bras des gens, en fait. Non. Arrêter. Donc voilà. Donc il a essayé de dire. Non, on va sur Twitter et on raconte des conneries. Il a plutôt pris du crack, Angel Dust. Voilà, on est dans ces registres-là. Voilà, Jennifer Holliday et BG. Amy Fisher, Lolita of Long Island. Voilà les histoires d'aujourd'hui. Voilà, 2 femmes. N'hésitez pas à nous envoyer vos histoires sur des meurtres et du vin @gmail.com. Et aussi, n'hésitez pas à follower ou abonner. Ou vous abonner à si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast ou à Deezer, etc. Parce qu'en fait, quand vous vous abonnez, ça me donne plus de visibilité. Donc, merci, bisous. Et pas que, aussi, ça vous alerte quand il y a un nouvel épisode. Donc, ça peut être pas mal sympa, quoi. Et ouais. Et moi, sur Instagram, je sais pas du tout ce que ça fait, mais apparemment, c'est bien de le faire. Voilà. Ouais, c'est Charlotte qui est la responsable. Suivez-nous sur Instagram, je suis en train de découvrir les reels et je m'éclate. Donc, si vous voulez faire partie de cette aventure avec moi. Elle n'arrête pas de me les envoyer à minuit. Et je suis là, de quoi tu parles? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Et voilà, je la laisse faire. Ça nous ferait plaisir. Donc, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et en attendant, bisous. Ciao, ciao. Bye. À plus. Si t'aimais ça, like and subscribe.